On va enchaîner. Je vais céder la parole à Monsieur Thierry Batman. Donc, je présente en 2 mots. Thierry Batman, donc, qui est de formation scientifique, titulaire d'un doctorat, qui occupe plusieurs postes de recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique, qui a publié à ce titre plusieurs articles de nature scientifique. Mais il est également l'auteur de 2 romans historiques consacrés à la guerre d'Indochine, dont je pense qu'il a amené certains exemplaires là sur les stands qui sont à l'entrée. Et donc Thierry Batman est évidemment président du comité du 11e arrondissement de Paris du Souvenir français depuis 2021. Donc je lui cède la parole. Merci. Bon, ce qui est bien, c'est que ça va s'enchaîner exactement avec l'intervention de M. Philippi, puisqu'on va parler de nouveau de supplétifs, mais plus spécifiquement là de partisans. Il a été évoqué les partisans à Dien Bien Phu, les supplétifs. Eh bien là, je vais vous parler de partisans qui n'étaient pas à Dien Bien Phu, mais qui vont y aller. Parce que c'est un épisode très peu connu finalement de la bataille. Il va être décidé à un moment d'envoyer des colonnes de secours. Et ces colonnes de secours, il y en aura 2, on va vous l'expliquer tout de suite. Une colonne dite de crève-cœur et une colonne dite Sassi. Et la colonne Sassi sera quasi exclusivement composée de partisans Hmong. Voilà. Alors, je vais me permettre une petite aparté avant de dérouler mon intervention qui, de toute façon, sera relativement courte. On parle beaucoup de guerre d'Indochine. En fait, c'est un petit peu excessif. Les conflits se situent quand même essentiellement, si on regarde cette carte, au nord du Vietnam. Les autres pays de l'Union indo-chinoise sont finalement relativement peu concernés. Au Laos, par exemple, le Laos s'acclimate relativement bien de la présence française. La présence française lui a permis quand même de se débarrasser, on a parlé tout à l'heure des pirates, mais d'une organisation en particulier qui s'appelait les Pavillons Noirs, qui pillait toute la partie nord de l'Indochine, puisque c'était des pirates qui venaient de Chine. Cela a également permis l'unification pacifique du royaume laotien. Enfin, en se plaçant sous le protectorat, le royaume laotien se protégeait des appétits siamois. À l'époque, on ne parle pas encore de Thaïlande, mais de Siam, et le Siam vise depuis très longtemps toute une partie des provinces du sud du Laos. Il faut même penser qu'un siècle auparavant, le royaume du Siam a envahi le Laos, rasé la capitale aujourd'hui qui s'appelle Vientiane et emporté sa plus importante relique qui est le Bouddha d'émeraude qui se trouve toujours à Bangkok. Dernier point, il y a eu pas mal de projets de développement et on jette souvent la pierre à l'amiral de Koo, mais on oublie tout le travail qu'il a fait en développement de routes et d'écoles au Laos. Donc, le Laos, et sans parler de pro-français, s'acclimate bien de la présence française et finalement est assez bien avec les autorités françaises. Et il est à noter, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, que pendant le coup de force japonais en 1945, un certain nombre de Français vont être véritablement sauvés par les populations laotiennes. Parmi les populations laotiennes, il faut avoir en tête que le nord de cette partie de l'Indochine est composé d'une multitude d'ethnies qui ont toutes leurs spécificités. L'une d'entre elles, dont nous allons parler, est l'ethnie Hmong. En particulier, je citerai le chef de la communauté Hmong de cette époque qui s'appelle Tubilifung. Et Tubilifung, en 1945, passe une consigne, protéger les Français. Maintenant, arrivons-en à Dien Bien Phu. En 1954, bien sûr, en avril, la situation s'aggrave vraiment. Et Tubilifung propose finalement d'utiliser les maquis Hmong pour envoyer une action pour désengorger le camp de Dien Bien Phu. Alors les maquis, qu'est-ce que c'est que ces maquis? Je vous ai dit une multitude, une mosaïque d'ethnies différentes, toutes très attachées à leur culture, à leurs coutumes, à leurs rois locaux aussi, et surtout à leur identité. Il y a toujours eu entre ces minorités, qui ont migré d'un petit peu partout, un certain antagonisme par rapport aux populations majoritaires, que ce soit au Vietnam, les Vietnamiens, ou au Laos, les Laotiens. Cette méfiance, cet antagonisme a toujours perduré
dans la mesure où il y avait toujours une petite tentative de les assimiler. Arrive la présence française, qui leur laisse une liberté totale, et finalement, d'une certaine façon, va être un peu garante de leur autonomie. Qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée du Viet Minh? Le Viet Minh, tout simplement, va, dès qu'il commence à se développer, chercher à imposer son idéologie. N'oublions pas qu'on est dans un contexte communiste, que le communisme a quand même en grande partie gagné la Seconde Guerre mondiale. Les troupes soviétiques sont arrivées jusqu'à Berlin. Donc, on est dans ce courant-là. De la même façon, le Viet Minh pousse ses avantages un petit peu partout, en particulier au Laos. Et l'une des premières choses, bien sûr, va essayer d'assimiler, plus ou moins par la force, plutôt plus que moins d'ailleurs, toutes ces ethnies. Il y a deux choses. Lorsque Mao prend le pouvoir, le Viet Minh se trouve renforcé. La pression qu'il va exercer va être de plus en plus forte. Je vous rappelle que ces ethnies sont très attachées à leur autonomie, à leur indépendance, à leur culture. Bien sûr, elles vont être résistantes à l'idéologie communiste et beaucoup plus important, à l'impôt révolutionnaire. Parce que le Viet Minh a besoin de riz, de buffle. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rançonne sur place. Et puisque M. Michel David est présent, je vais me permettre de reprendre une phrase de son livre. C'est un petit exemple. Un commissaire du peuple arrive dans un village et demande au chef du village combien de buffles la famille la plus pauvre. Le chef du village lui répond un buffle. Commissaire du peuple, pas de souci, maintenant toutes les familles n'auront qu'un seul et unique buffle puisque ça suffit pour vivre. Eh oui, vous comprenez bien que ça ne va faire que jeter, entre guillemets, l'expression peut être un peu exagérée, mais jeter dans les bras de l'armée française toutes ces ethnies. Alors, pas tout à fait toutes. Il y a plusieurs ethnies qui ont été combattantes. On a parlé des Hmong, il y a eu les Thaïs, il y a eu les Man, il y a eu les Nong. Voilà, ce sont les grands groupes qui, spontanément, vont plutôt se rallier à la présence française pour des questions d'autonomie, mais aussi des questions alimentaires. Juste encore une petite aparté, le buffle, c'est le tracteur universel du paysan en Asie. Sans buffle, on ne fait plus de travail dans les rizières. Sans buffle, il n'y a plus personne qui tire la charrette. Donc, retirer un buffle à une famille, c'est lui couper les vivres. Maintenant, revenons-en un petit peu à Dien Bien Phu. Un certain nombre de maquis vont donc se constituer. Des maquis plus ou moins puissants, plus ou moins forts, surtout après l'arrivée du général de Lattre de Tassigny. Donc, pour résister contre la présence Viet Minh, un certain nombre de ces maquis vont être encadrés, comme il a été dit il y a quelques instants, de façon assez sommaire quand même, par 2, 3, 4 maximum des fois sous-officiers, et seront donc composés pour l'ensemble de partisans locaux. On ne détaillera pas les maquis, je voudrais juste en citer 3. Alors ça va être un petit peu difficile. Je vais emprunter un micro. Vous m'entendez? Parfait. Alors, on va citer 3 maquis qui seront importants pour la suite de notre exposé. À l'ouest du Laos, dans la région de Kseng Kwang. Alors, la région de Kseng Kwang, c'est ce qu'on appelle la plaine des Jarres. Vous voyez Poney Savane, j'ai pas de pointeur. À côté du mot Laos, vous avez le nom d'une ville, Phon Savan. Voilà, globalement, c'est toute cette région, le Tran Ninh, qui se situe à l'est du Laos. Il y aura une deuxième zone de maquis, un petit peu plus au nord. Ces 3 maquis sont dénommés respectivement Malo et Servant, et plus au nord, le maquis Arédier-Roder. Donc on en revient à Dien Bien Phu. La situation s'aggrave, il faut quand même faire quelque chose, et Toby Li Fung propose d'utiliser les maquis. Et 2 opérations vont finalement être décidées. Une opération que l'on appellera la colonne crève-cœur. Alors la colonne crève-cœur, c'est un abus de langage.
M. Boucher de Crèvecoeur, qui commandait les troupes terrestres du Nord-Laos, n'a jamais pris part à cette colonne. On lui a attribué le nom de cet officier. En fait, c'est le lieutenant-colonel Godard qui va la commander, avec des chasseurs qui seront et laotiens et cambodgiens, dont la première chose sera de détruire les unités Vietnam au sud de la Nam U, donc de la rivière. Vous noterez à partir du 20 avril. Il commence à se faire tard. Et de dégager une issue de secours pour les unités en vue d'un repli sur Luang Prabang. Et enfin atteindre le camp retranché. J'attire votre attention sur la date, le 25 mai. Tout est dit. Et une deuxième opération, qui sera baptisée l'opération D, pour Desperado, à partir des maquis Hmong du Tran Minh que l'on a cité tout à l'heure. Un point sur lequel encore je voudrais insister. Cette opération et l'engagement des Hmong en direction de Dien Bien Phu est entièrement volontaire. En effet, le Laos est reconnu indépendant depuis 1953. Et les maquis dont j'ai parlé, si vous vous souvenez de la carte, ce sont des maquis qui sont installés au Laos. En pratique, ils n'avaient pas d'obligation. Toutefois, ils l'ont fait. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi la fidélité qu'avaient ces populations par rapport à un certain nombre de sous-officiers, par rapport à des structures de la France. Le capitaine Sassi va donc recevoir l'ordre de transporter les groupes dont j'ai parlé, le groupe Malo, Servant, d'opérer la jonction avec les groupes Servant et Rôdeur, et l'ensemble doit se porter ensuite seulement sur Dien Bien Phu. Ça fait quand même 800 personnes d'un côté et 700 de l'autre. Donc un contingent de 1500 partisans. Il s'avère qu'en cours de route, d'autres personnes se sont agrégées à cet ensemble. Et suivant les chiffres, il y a des personnes qui ont cité le chiffre de 3000, ce qui paraît vraiment très excessif. Mais 1500 à 2000 personnes est un chiffre beaucoup plus entendable. Qui donc se dirige vers Dien Bien Phu. L'ensemble, donc, doit se regrouper. L'ensemble doit se regrouper et se mettre enfin en route le 7 mai. Le 7 mai, c'est-à-dire 48 heures avant la chute du camp. Le camp est tombé entre-temps et la colonne dite Sassi reçoit l'ordre de faire demi-tour le 11 mai. Donc, cette colonne n'aura pas eu une grande efficacité. Toutefois, elle va recueillir environ 150 personnes qui ont pu échapper de la cuvette. Alors, si on essaye de faire un petit peu l'épilogue, force est de constater que, décidé vraiment trop tard, cette colonne avait peu de chances de changer le cours de la bataille. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle ne l'aurait pas influé. Quand on parle des Hmong, on dit les Hmong, il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Ce sont vraiment des combattants hors pair, des marcheurs exceptionnels qui passent des kilomètres, et le fait est qu'en quelques jours seulement, des maquis jusqu'aux portes de Dien Bien Phu, ils ont fait 200 kilomètres à pied, sur des pistes, avec tout le matériel sur le dos. Il est sûr que ça n'aurait pas changé grand-chose, mais on peut quand même se demander quel aurait été l'impact de 1500 à 2000 combattants qui arrivaient sur les arrières du Viet Minh. De toute façon, on leur a demandé de s'arrêter le 11, le camp était tombé. Il faut se replacer à peu près dans le contexte de ce qui se passait à Paris. À Paris, Mendès France s'était engagé à clôturer, suivant un certain calendrier, la guerre dite d'Indochine. Il voulait absolument respecter son calendrier et sortir le plus vite possible de ce conflit avec une issue honorable. Était-elle honorable ou pas? Une défaite, c'était aussi une issue qui permettait de clôturer le plus vite possible le conflit. Je veux terminer par quelques petites remarques. Thu Bily Phung sera arrêté lors de la prise du pouvoir des communistes au Laos. Il sera interné dans un camp dit de rééducation
Il a tellement été bien rééduqué que pendant 4 ans, il était enchaîné, finalement abattu en 79. Et pour finir, je citerai 2 choses. Il y avait un jeune lieutenant dans la tenue, dans la colonne, qui s'appelait Van Pau. Eh bien, cet homme-là va reprendre le flambeau de la résistance et jusqu'en 1975, donc bien après Dien Bien Phu, puisque Dien Bien Phu c'est 54, 21 ans après, continuera à être le chef de la résistance Hmong jusqu'à la chute définitive du régime laotien pour un régime communiste. Enfin, puisqu'on a parlé des Hmong, je voudrais quand même juste ajouter que jusqu'en 2010, il subsistait encore quelques maquis Hmong aux alentours de la zone de la plaine des Jarres, maquis réduits à leur plus simple expression. C'est quelques personnes qui sont traquées et qui ont été abandonnées lors du départ des Français, puis abandonnées plus tard aussi lors du départ des Américains. Si les personnes sont intéressées par la colonne Sassi, j'ai mis le lien d'une très belle vidéo commentée justement par le capitaine Sassi, qui est très intéressante, et je vous conseille vraiment de la visualiser. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Batman. Alors du coup, on va faire comme pour la précédente intervention, on va prendre 1 voire 2 questions. Ah, alors là, je vois que quelqu'un... ouais. Oui, moi j'ai une question qui n'est pas spécialement sur ces sujets-là, mais en fait, quand on a lancé Dien Bien Phu, est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer de bâtir un aérodrome intermédiaire, puisque le rayon d'action des avions était trop court, en quelque sorte. Bon, effectivement, il y avait apparemment une grande zone non contrôlée, mais là, on se mettait tout de même aux limites. Ou alors, construire des routes, quoi. Enfin, parce qu'il y avait des routes aussi à d'autres endroits. Enfin, bon, donc c'est ça qui me surprend un peu, quoi. Alors, je crois que Madame Villatou veut répondre. Je pense voilà, qu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi qui pourront vous répondre. Pour vous répondre, oui, des aérodromes provisoires ont été construits. Il y a d'autres groupes de chasse qui sont intervenus. Mais quel que soit leur rôle, en fait, le camouflage du Viet Minh faisait que de toute manière, quand on tirait, c'est-à-dire que ça fonctionne toujours de la même manière. Il faut un Morane, qui est un petit avion d'observation, les Whistler Torch, les criquets, qui passe d'abord, qui repère. Ensuite, ordre est donné, parce qu'ils volent un peu plus loin, au B-29 et au privateur de passer. Ils passent avec des grosses bombes de 150 livres et du napalm. Du napalm, ça a été évoqué, on en a utilisé des litres et des litres, comme plus tard on fera en Algérie. Ensuite, en dernier, les chasseurs passent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une évidence. Le Viet Minh savait, entendait les avions. Et il y avait un système de communication, les gens parlaient, envoyaient, parce que dessous, vous avez toujours caché, le Viet Minh se déplace de nuit. Et dans la journée, les gens sont cachés dans des villages abandonnés, et c'est des milliers de gens. Il faut savoir qu'autour de Dien Bien Phu, il y a quand même près de 50 000, 70 000. Il y a les combattants, et puis il y a tous ceux qui font l'arrière. Donc, de toute manière, un avion, ça s'entend. Et donc, il y avait une communication qui faisait que, de toute façon, c'était prévenu, ils déplaçaient. Ils déplaçaient quand c'était, bien entendu, une DCA mobile, tout ce que vous vouliez. Et puis, ils en avaient suffisamment qui étaient cachés, on les replaçait ailleurs. Et en fait, tout ce qu'on utilisait ne servait absolument à rien. La réalité, elle est là. Et c'est ce qu'avait dit le chef d'état-major, le général Fay. Il avait dit, il avait déjà été en Indochine, ça ne servira à rien. À rien, parce que toutes les tonnes de bombes que vous pouviez déverser, derrière, il y avait l'armement qui venait de Chine. Il ne faut pas se leurrer. Les munitions qui étaient récupérées. Et puis, eh bien, c'était un cercle. Et si vous voulez, les forces armées, enfin les aviateurs que nous avions, comme de l'aéronaval, ils avaient une quantité de munitions qui était limitée. Donc, ils ne pouvaient pas aller plus loin que ce qui leur était donné. Et puis, c'était un armement américain. Donc, il ne faut pas se leurrer.
les pièces étaient américaines, les avions, il fallait les entretenir. Au bout de 500 heures, ils étaient fatigués. L'humidité abîmait les systèmes électriques. Et puis, quand vous êtes dans des zones, quand après il y a eu la bataille de Dien Bien Phu, vous êtes dans la brume, dans le brouillard, sans radionavigation, avec des appareils, avec des systèmes de planimétrie inégaux, eh bien, vous faites ce que vous pouvez, mais le résultat, il n'est pas à la hauteur. Et quels que soient les efforts qu'on ait pu faire, qu'on ait mis, il a pensé, c'est ce que je vous ai dit. Lausanne, quand il est arrivé, de 7 terrains d'aviation, il y en a eu 15, dont 7 dans la zone. Mais ça n'a pas suffi. Et puis, ils intervenaient partout aussi, n'oubliez pas. Ces hommes-là, il fallait qu'ils soient partout, parce que les combats continuaient partout, dans la Nam, partout. Et puis, les Viet Minh faisaient sauter les avions. Ils allaient sur les bases de nuit, ils faisaient sauter, ils abîmaient. Donc, voilà. Quand un peuple, avec le Doc Laps, qui a été dit derrière, la propagande, les commissaires politiques qui sont derrière, utilisent une population, qu'est-ce que vous voulez faire? J'allais dire, quel que soit le courage des soldats du CFEO, c'était déjà, j'allais dire, c'est terrible à dire, mais le combat était perdu.